Bienvenue à toi. Je suis Asma Belle. Dans ce podcast, je parle sans détour des vraies galères, des vraies souffrances, des vrais moyens de les comprendre pour les traverser. Pour être avec toi et te rencontrer vraiment. L'objectif, t'aider à déployer ta connaissance de toi, du monde et des autres pour aller là où tu as envie et être celui que tu veux être. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Asma Belle. Encore une fois, j'accueille un homme. Wouh! Comment ça va? Ça va super et toi? Ça fait super plaisir d'avoir des hommes sur le podcast. Et comme j'ai décidé de faire une série de mecs, comment faire une série de mecs sans toi, Florent? D'ailleurs, je pense que j'aurais été vexé si tu m'avais pas invité. C'est vrai, je comprends. Écoute, moi, ça me plaît quand tu te vexes. Tu vois, ça parle voilà, de la qualité de la relation. C'est ça, exactement. Comment vas-tu? Super et Bon, toi? je te présente ou je te présente plus? Présente-moi quand même. J'aime comment tu me présentes, ça me renarcissise beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire de toi? J'ai pas envie de parler de ton job. C'est pas drôle de parler de ton job. On le Non, fera puis en plus, après. c'est pas qui je suis, quoi. Tu vois, c'est pas mon boulot qui me définit, donc. Amen, amen. Hmm. Exactement, ça commence fort. Alors, qu'est-ce qui te définit? Euh, Tu vois, je pense que ce qui me définit, c'est ce vers quoi j'essaye de tendre le plus, et d'essayer d'être le plus authentique possible, le plus naturel aussi, tu vois. Alors, pour toutes les demandes en mariage, appelez le 06 52. Ouais. Et Alors, donc, ouais, vers quoi tu tends? mais c'est ça, que ce soit dans ma vie perso, avec mes amis, mes proches, la famille, ou même dans le cadre pro, d'essayer de tendre, voilà, d'être le plus en cohérence avec moi-même, c'est-à-dire, ce qui me définit, il y a une certaine spontanéité, j'aime l'humour aussi, le second degré, le fait d'être sérieux sans se prendre au sérieux, tu vois ce que je veux dire? Et Le en fait, showman aussi. ouais, aussi un peu, tu vois, de faire Rappelons un un peu peu tes prestations sur les c'est pas scènes d'Asma ouais, Belle. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai On a que des preuves à l'appui. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, C'est vrai que Florent, il faut que je te remercie parce que grâce à toi, ouais. je me suis rendu compte que mes vannes ne faisaient pas rire que mes potes et ma mère, tu vois? Mais c'est vrai, mais ça, tu l'as dit sur scène. Mais Je oui. sais, mais je te le redis parce que voilà, maintenant j'ai pu tester mes blagues, auprès d'autres personnes, qui ne me connaissent pas, donc Franchement, on pourrait monter un business comme ça, hein, Flo, hein, genre un one woman show, tu vois, one ah man, ouais? one woman show, Ah non, mais un, il y un a un couple truc de à faire. psy hyper drôle, ça pourrait être cool, hein. Ah, c'est clair, c'est clair. En tout cas, on aime toutes ces parties de toi et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc, merci à toi. Attends, nous deux, ça fait combien de temps? C'était il y a 15 ans. 15 Ouais. piges, frère. Ouais, il y a 15 15, ans. Ouais, 15 ouais, ouais. ans. Je me souviens parce que on s'était rencontrés, j'avais un combat quelques semaines plus tard. Oui. Voilà, et Ah j'avais ouais. pas mangé aussi parce que j'étais au régime et tout, et je me souviens, on était chez Meriem et tout. Ouais, c'est faux. De ouf. Ouais. Ouais. Donc il y a 16 ans maintenant, 16 ans puisque j'ai 36 ans maintenant. Waouh, 16 piges. Bon, bah Mmh. écoute, je suis ravie de t'avoir encore dans ma vie, cher De Florent. même, plaisir partagé. Alors aujourd'hui, je t'ai invité parce que, comme je l'ai dit sur les précédents podcasts, que tu écoutes très attentivement, n'est-ce pas, tous les Mmh. dimanches, Tous les euh, dimanches. à 7h30. C'est ça. Euh, tu sais qu'ils sortent à minuit, donc fais gaffe. Ouais, ouais, Tu ouais, non, pourrais non. les écouter à 2h du mat, franchement, il y a moyen, comme tu es un octambule. J'ai envie de faire parler des hommes sur cette question des hommes de chez moi, tu vois. Chez moi, c'est à la fois mes cultures, donc ma culture franco-marocaine, ma culture rif, ma culture berbère, et ma culture aussi de quartier, ma culture de banlieusarde que je suis. Et j'ai envie voilà, de leur donner la parole sur des aspects qui sont sensibles, qui sont subtils, qui sont délicats, qui sont difficiles, que sont les émotions. Mmh. Et j'ai fait intervenir mon cher époux, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis Rodney, donc le mari de Gaël, avec qui Mmh. j'ai écrit le bouquin. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire intervenir parce que tu as un peu tous ces aspects, toi aussi, n'est-ce pas? Mmh. Tu n'es pas Tout à fait. marocain, c'est vrai? Non, je suis Tu es pas bien marocain. blanc. Je suis bien, ouais, et j'ai un nom bien français, s'il te plaît. Voilà. Mon passeport est Bordeaux. Mais attends, comment dire, un nom français que j'ai du mal à prononcer, c'est quand même chaud ou pas? Ouais, parce que c'est breton, tu sais, les Bretons, ils sont pas vraiment français au Ils sont final, pas hein. vraiment C'est français. comme les Corses et tout, tu C'est vois? ça. Alors, un gars de chez moi, donc un gars de quartier,
Ouais, alors moi j'ai grandi dans le 13e arrondissement, qui est un quartier assez mixte socialement. Donc, faut reconnaître la particularité du 13e arrondissement, c'est que c'est à la fois un arrondissement où plus de 50% des logements sont sociaux. Et moi j'ai eu la chance de grandir et d'évoluer dans un environnement très mixte socialement. Effectivement, avec voilà, des gens, moi je suis issu d'une classe moyenne, avec des gens issus de classes on va dire, plutôt d'ordre ouvrière ou autre, et puis certains qui faisaient voilà, classe moyenne supérieure, voire même avec plus de moyens, ce qu'on peut appeler couramment la bourgeoisie. Mais effectivement, ouais, en évoluant comme ça dans cette espèce de melting pot social, j'ai naturellement aussi, voilà, avec pas mal de potes de mon quartier, du 13e, etc., on a pu avoir un peu notre phase d'adolescent un peu rebelle, en quête un peu d'identité. Et effectivement, c'est vrai que le quartier, toi, nous, on avait j'avais un t-shirt avec écrit Glacière 75013, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, on est un On a, petit peu chauvin quand même. voilà, il y a un côté très clanique, tu vois, Bien ton sûr, métro, ton machin, etc. Donc, bien voilà, sûr. ouais. Donc de quartier, un boxeur? Oui, alors effectivement, j'ai boxé pendant plusieurs années. Donc, j'ai boxé en boxe pied-point, donc boxe française, kickboxing, full contact, karaté contact. Voilà, j'ai eu quelques titres nationaux dans ces différentes disciplines. Tu verras, on pourra aussi en parler parce que les émotions, c'est un peu comme quand tu es avec tes potes. Bah, c'est toujours un peu délicat. Enfin, tu vois, du moins, on ne sait pas toujours comment se positionner par rapport à cette question des émotions en tant qu'homme, en tant que boxeur. Tu vois, c'est là encore un truc particulier qui peut avoir un sens. Donc, ouais, j'ai boxé comme ça pendant. Je ne vais pas parler de carrière hein, parce que voilà, je ne vais pas gagner d'argent ou autre, mais plutôt de parcours. Je pense que c'est plus par rapport à des gens qui, eux, ont fait carrière. Moi, voilà, j'ai fait autre chose en parallèle. J'ai fait des études hautes. Donc, je parlerai plutôt de parcours sportif de haut niveau plus qu'une carrière à proprement parler. Oui, tu as peut-être pas gagné d'argent, mais c'est vraiment un gros aspect de ta vie. Oui, énorme. Et tu étais méga supra engagé, ça occupait tes week-ends, ça occupait tes soirées. Ouais, Voilà. c'est 1 à 2 fois par jour. C'est-à-dire que quand tu as une compétition, tu t'entraînes 1 à 2 fois par jour à un certain niveau. Et effectivement, c'est le jour où ça s'arrête, c'est tout un pan de ta vie qui est arrêté, quoi. Tu vois, ouais. Puis voilà, tu as aussi un statut, tu es reconnu en tant que combattant, etc. Donc, Mais ouais, oui, c'est un tu engagement très fort. existes, en tant que boxeur dans un environnement C'est et ça. super. Et puis donc formateur? C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Donc, mon parcours universitaire, moi, j'ai fait un parcours universitaire pour être consultant, expert en formation. J'ai un autre master en neurosciences et en psychologie cognitive. Voilà, donc ça, c'est mon parcours, mon background universitaire. Aujourd'hui, je fais une thèse sur, sur justement. Attends, je voulais le dire. Attends, Ah, tu merde, me l'as volé. excuse-moi, pardon. Wesh, t'as dit que Ouais. tu voulais que je te renarcissise. C'est Laisse-moi vrai. de la Ouais, place, dis-le moi, enfin. ouais. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, en Ouais. thèse. En thèse, effectivement. Mais je pense que le top, c'est quand le jour où tu m'appelleras docteur Florent. Ouais, docteur Florent. Non, non, je t'appelle dès maintenant. Je crois que moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, voilà, ça te va très bien, docteur Florent. Et Docteur. donc, En arabe, on dirait facilement, hein, franchement. Oustad. Oustad Florent. ouais, déjà, tu vois, je sens l'autorité et Et le tu vois, pouvoir. et le pouvoir tout de suite. Tu vois, mais C'est le ça. pouvoir à vie, le pouvoir à vie surtout. C'est clair, c'est clair. Alors, comment on se retrouve en thèse, frérot, là? Explique-nous. Bah écoute, je t'avoue, comment on se retrouve en thèse? Moi, tu sais, entre la sixième et la terminale, j'ai fait 7 établissements. Je me suis retrouvé à passer mon bac dans un lycée de la seconde chance parce que je m'étais fait virer de trop d'établissements. J'étais déscolarisé. J'ai eu mon bac à 17 ans dans justement cette école qui m'a redonné vachement confiance en moi, beaucoup d'estime, etc. Ensuite, j'ai fait ce master en sciences humaines, en sciences de l'éducation. Puis après, j'ai fait cet autre master en psychologie cognitive et en neurosciences. Après, j'ai bossé. Donc, j'ai monté une boîte de conseil qui s'appelle Sensei, où on intervient dans les entreprises sur des problématiques, on va dire sur les soft skills ou les compétences transverses, tu vois, pour prévenir les risques psychosociaux, le bien-être au travail, etc. Donc voilà, on est plusieurs associés, chacun avait une spécialité dans ce domaine, on construit des modules en ce sens. Et comment on arrive en thèse? Il y a quelques années, j'ai créé une approche, une thérapie cognitivo-comportementale avec les mouvements de boxe. Tout le monde à l'époque me disait, soit tu fais de la boxe, soit tu fais de la thérapie, mais tu ne peux pas faire les deux. Et donc, j'ai pris ce pari, ça a plutôt bien fonctionné. Et à plusieurs reprises, on m'avait demandé d'intervenir dans un master de psychologie cognitive pour présenter ce que c'était un peu que le mouvement à visée thérapeutique, on va dire. Et puis,
on m'a dit, bah, franchement, c'est bien ce que tu fais, mais ça t'intéresserait pas de faire une thèse. Donc, c'est les enseignants, les chercheurs qui m'ont proposé ça. J'ai pris une petite année de réflexion et je me suis dit, bah, ma carrière est terminée, donc mon parcours sportif est fini. C'est quand même un pan de ma vie qui est plus présent et j'avais envie de nouveaux challenges, tu vois. Et je me suis dit, bon, mec, tu as 35 ans, ça peut être un beau challenge de tenter ça. Et voilà, et donc j'ai pris le pari de démontrer que faire des mouvements de boxe, ça agit sur l'attention et sur les émotions. Voilà. Waouh! Waouh! Donc on est en plein dedans. On est en plein dedans, voilà, Et exactement. aujourd'hui, tu as un Et aujourd'hui, cabinet, exactement, ouais, c'est ça, tout à le fait. cabinet Aïssa. Exactement. Le cabinet Aïssa, je pense qui est vraiment un espace, peut-être l'une des choses dont aujourd'hui, peut-être dont je suis le plus fier. Le cabinet Aïssa, en fait, c'est un espace pluridisciplinaire où plusieurs professionnels exercent. Donc, c'est des professions qui sont complémentaires. Donc, il y a de la psychologie, neuropsychologie, de l'ostéopathie. Il y a aussi des thérapeutes qui font du bien-être, comme du massage bien-être, de la médecine chinoise ou encore des soins esthétiques ou de la naturopathie. Voilà, donc chacun développe son activité. On met en place aussi des parcours coordonnés pour accompagner au mieux les personnes qui viennent au cabinet. Et puis surtout, on met en place ce qu'on appelle des parcours d'accompagnement pour les personnes qui sont en ALD, en affection longue durée. Et l'idée, en fait, c'est que ces personnes puissent avoir une petite parenthèse de douceur dans un bel espace haut de gamme, mais à un tarif préférentiel. Et pourquoi je dis haut de gamme? Parce qu'on est dans le 17e arrondissement, dans un immeuble haussmannien, et que l'idée, c'est justement en fait que alors, on puisse vraiment accueillir ces personnes à un tarif préférentiel dans cette petite parenthèse de douceur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment Est-ce que tu quelque peux, chose qui... est-ce Ouais. que tu peux nous raconter Ouais, je peux vous raconter pourquoi est né ce pourquoi est né ça. cabinet? Ouais, tout Ouais, à fait. Ouais, ouais, bien quand sûr. Ouais, même. je peux le raconter. On Ouais, parle tout à fait. émotion, on parle pas émotion chez Ouais, Asmabel. et on va parler français. On va Ah, on pas, tu parle vois. français, hein? Ouais, Vas-y, go, go, go. non, non, mais donc effectivement, j'ai été amené à accompagner une personne vraiment très proche à mon cœur, qui était mon épouse, malheureusement dans la maladie, et puis malheureusement plus tard après dans la mort. Et il se trouve que bah, pour surmonter cette épreuve, voilà, elle avait les soins à l'hôpital, etc. Mais des fois, elle avait envie de se faire masser, des fois, elle avait envie de voir un psy en dehors du cadre de l'hôpital, des fois, elle avait envie de faire du yoga ou autre. Et donc, dans l'ancien espace où je travaillais, j'avais négocié avec mes collaborateurs qui puissent la recevoir à tarif préférentiel parce qu'elle avait quand même à cœur de payer, tu vois, pas être prise en charge, hein, parce qu'en fait, on prend la prise en charge, même quand tu es malade, en fait, oui, il y a des moments, si c'est ton diagnostic vital qui est en jeu, il faut être pris en charge. Mais sinon, en fait, si tu veux retrouver de l'empowerment, même dans la maladie, c'est important d'être accompagné et pas pris en charge. Tu vois ce que je veux dire? Même sur l'estime que tu as de toi-même, Bien je pense que c'est sûr. vachement important. Et donc, qu'elle paye, mais comme naturellement, quand on est en ALD, affection longue durée, on a moins de revenus, où on travaille à temps partiel, ou on ne travaille plus des fois. Donc, les revenus sont moins importants. Donc, voilà, j'avais négocié et tout ça s'était prêté au jeu de lui proposer des tarifs des séances à tarif préférentiel. Et donc voilà, donc en fait, dans ce chemin de vie et dans cette épreuve qui était la sienne, elle a pu bénéficier de ça, ça lui faisait beaucoup de bien, etc. Et puis, malheureusement, quand son chemin, en tout cas, s'est terminé, moi, j'ai été amené à me reconstruire. Ça a été vraiment la nuit noire, tu vois, La nuit même noire si de l'âme. la nuit noire de l'âme, effectivement, avec une épreuve. Je pense que même à mon pire ennemi, je ne lui souhaiterais pas ça, c'est pour te dire. Et donc, la Pourtant, on reconstruction. sait que tu peux souhaiter beaucoup de choses. Ouais, moi, tu connais les dingueries qu'il y a dans ma tête, tu vois ce que je veux dire? Oui, Tu je les connais la connais. folie, tu vois? Donc voilà, tout ça. Mais tout ça, Ouais. c'est contenu hein, aujourd'hui, maintenant. Oui, oui, oui. Tu as bien grandi. J'ai bien grandi, effectivement. Mais bon, tu connais, c'est comme le Ouais. vélo, ça s'oublie pas. C'est clair. Ça s'active très vite, d'un Ça- coup. Trop vite, même. Non, mais j'aime ces conversations avec toi, Flo, parce qu'en fait, au-delà du fait que c'est franc, c'est aussi sauvage, tu vois. Mm. Et je pense que dans cette sauvage, bien sûr, je le mets entre guillemets, mais il y a cette espèce de comportement à avoir socialement respecté, socialement accepté. Mm. Et du coup, parfois, dans notre violence intérieure, il y a énormément de choses qui, je pense, pourraient être partagées, pourraient déculpabiliser beaucoup, beaucoup de monde.
pourrait permettre aussi que ça s'exprime quelque part. Et on va voir comment toi, tu as utilisé la boxe pour ça pendant un Tout à temps fait. et qu'aujourd'hui, tu utilises d'autres espaces. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup d'échanger là-dessus, quoi. Donc, Ouais. Donc ouais, tout à fait. Et donc ensuite, quand la reconstruction a commencé à se faire, avec mon ami et aujourd'hui associé Fabrice Delmotte, mmh, qui est ma sœur professionnelle, je lui ai partagé mon idée de cabinet pluridisciplinaire et avec cette vision un peu sociétale. Il m'a dit, écoute, lui-même avait été amené à accompagner mon épouse à l'époque. Il m'a dit, bah, vas-y, viens, on y va, on tente l'aventure. En plus, lui, c'était un nouveau challenge parce que voilà, il a une cinquantaine d'années. Il aurait pu se dire, bon, c'est bon, moi, je suis plus entre guillemets en fin de carrière ou autre. Et il a dit non, en fait, ça me plaît. Voilà, et lui-même s'est lancé dans cette aventure avec moi. Et voilà, et donc maintenant, depuis 1 an et demi, on a monté le cabinet Aïssa. Voilà, on a pu une équipe qui est très dynamique, très diverse, à la fois dans les approches, dans les personnalités, les sensibilités. Et puis, on a pu quand même, malgré le contexte Covid, accompagner presque une dizaine de personnes en ALD. Donc voilà, c'est une petite satisfaction. Et j'espère, là, notamment sur l'année 2022, où effectivement, je l'espère, la situation va se stabiliser, du moins d'un point de vue sanitaire, pouvoir encore plus proposer ces services à celles et ceux qui en ont besoin. Donc, n'hésitez pas à en parler ou même à me contacter ou à contacter Asma si vous êtes sur Paris et que vous souhaitez bénéficier de cette parenthèse de douceur. de douceur et puis de soins aussi, hein, Exactement, ouais. émotionnels, physiques, voilà. Donc, C'est ça. pas encore testé, mais approuvé par la maison. Voilà, Alors, on enchaîne direct hein, ouais. sur tous ces aspects j'ai envie de dire, de rage, de violence, de colère, qui sont finalement plus acceptés par la société quand il s'agit d'un homme que d'une femme, hein, on le sait. Tout à fait. Pour moi, ce qui pourrait être intéressant pour toutes les femmes et les hommes qui nous écoutent, c'est voilà, comment on fait pour passer d'un homme en colère, Mhm. je crois que c'est ce que tu étais, en colère, enragé même, quand tu étais plus jeune, ado, Mhm. adolescent, à un homme vulnérable. Ouais, et c'est vrai, effectivement, beaucoup de colère. Alors, comme tu le sais, souvent, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est parce Bien on veut sûr. pas aller confronter sa tristesse. Je pense qu'effectivement, pour diverses raisons, cette colère était présente. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre sur les raisons qui pouvaient expliquer ça, mais effectivement, il y avait la présence de cette colère, et puis aussi, aujourd'hui, avec le recul de cette tristesse. Mais comme tu l'as dit, en fait, socialement, c'est plus confortable d'aller confronter cette colère, parce qu'un homme en colère, c'est socialement plus accepté, éventuellement. C'est même Euh, viril, c'est ouais, même c'est ça. ouais, ça les meufs, elles kiffent, Bah, en tout cas, oui, c'est ça. Alors après, au bout d'un moment, ça peut montrer ses limites, mais effectivement, il peut y avoir un côté un peu, ouais, comme si en fait la colère était associée à la puissance, non? Ouais, alors que souvent c'est d'abord associé à de l'impuissance, mais ça, on s'en rend compte un peu plus tard, on le quoi. sait pas ça au début. Ouais, ça, on le comprend pas, tu vois. On voit ce qui est plutôt facilement accessible. Bien sûr. Mmh. Donc, ouais, donc c'est ça. Et puis, les espaces pour exprimer cette colère, effectivement, est-ce qu'ils sont toujours acceptés? Est-ce qu'ils sont toujours présents? Et donc, je dirais, c'est peut-être un peu caricatural, mais en tout cas, au travers de la boxe, dans un premier temps, je dirais pas que ça a contenu ma colère, mais en tout cas, ça m'a apporté de la discipline. Tu vois? Mmh. Ça m'a organisé, ça m'a structuré, ça m'a contenu. Je dirais même que ça m'a sécurisé, tu vois? Parce qu'en fait, quand tu t'entraînes et notamment à un certain niveau, c'est tous les jours, 1 à 2 fois par jour, tu as des horaires, tu as un entraîneur ou des Ouais et puis entraîneurs, tu tu as peux une du coup équipe. tu peux lâcher ta colère quelque part in fine. Ouais, clairement, c'est Mmh. ça. Et puis ça te contient en fait, parce que des fois cette colère aussi, elle est aussi la conséquence d'une certaine insécurité, par exemple, tu vois. Enfin, et donc voilà, tout ça en fait, ça a dans un premier temps contribué à me structurer, à me contenir. Et puis oui, effectivement, faut pas se voiler la face. Quand on boxe, on frappe. Euh, et alors, je pense qu'il faut quand même apporter une nuance, c'est-à-dire que les 3 quarts de notre entraînement, c'est beaucoup de préparation physique, de la préparation psychologique. Et quand on s'entraîne, on se casse pas la gueule, hein. C'est beaucoup de technico-tactique, Mmh beaucoup de mh. stratégie. Mmh. Et heureusement si les gens pensaient
si les gens, si on prenait autant de coups que les gens le pensent, il y aurait pas de boxeur en fait, hein. Ah ouais, ouais. Voilà. Donc, par contre, effectivement, il y a des moments où on disait, OK, là, c'est une session sparring et on y va et on envoie les coups. Mais sinon, là encore, c'était très encadré. C'est-à-dire qu'on ne se tapait pas dessus pendant qu'on travaillait des technico-tactiques, par exemple. Donc, Mmh. ça aussi, c'est très encadré. Je pense qu'il faut sortir des stéréotypes de la boxe où on tape, Mmh, etc. Au mmh, contraire, c'est très, très organisé. Et puis, on tape quand c'est adapté, effectivement. Et puis après, tu as le ring où là, il faut allier les deux, à la fois technico-tactique, physique, puissance. mmh, mmh. Voilà. Alors, sans rentrer dans les détails des raisons, de la colère, de la rage et cetera, quand tu dis, bah, quand on boxe, on frappe, tu frappais quoi à l'époque? Tu frappais qui à l'époque? Je saurais pas exactement te dire ce que je frappais, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, peut-être que, tu frappais ce sur quoi tu te sentais impuissant, tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être même le simple fait de frapper sans forcément avoir d'intentionnalité particulière, ou du moins consciente. En fait, le fait de mettre des gants, de frapper, ça te redonne un sentiment de pouvoir et de contrôle, De tu vois? contrôle. Mmh. Ouais, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, même d'un point de vue cognitif, hein, le fait de se mettre en mouvement, de se mettre en garde de boxe, de faire des mouvements contrôlés avec, un objectif particulier, ça te redonne un sentiment de pouvoir sur toi-même déjà, en fait, tu vois? Mmh. Tu Et avais l'impression que tu avais pas de pouvoir sur toi à l'époque? Tu avais l'impression d'être, impuissant? C'était quoi, ouais, je pense un sentiment d'impuissance très fort, ouais. Ouais, ouais, très clairement. En tout cas, me concernant, un sentiment d'impuissance très fort, comme si les choses, elles t'échappaient, elles étaient ouais, pas exactement, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, un sentiment d'impuissance très fort et voilà, comme si je ne pouvais pas agir et puis, tu sais, je vais pas te l'apprendre, mais notre attention est très centrée sur l'environnement, hein. Le référentiel attentionnel est très centré sur l'extérieur. Malheureusement un référentiel un peu moins centré sur soi et donc on veut toujours essayer de contrôler ce qui est extérieur dehors? et Ouais. voilà, à l'extérieur et donc naturellement, ça renforce encore plus le sentiment d'impuissance ou même ce qui est dysfonctionnant pardon, dans notre environnement, ce qui était mon cas et je me dis: «Bah, tiens, je vais faire en sorte que ça devienne fonctionnel» ou comment je voudrais que ça devienne fonctionnel mais en Mmh. fait, il y avait demande de personne et c'était pas mon rôle et donc, tout doucement, effectivement, de manière indirecte, la boxe m'a amené à pouvoir reprendre bah, déjà un contrôle de mon corps, à comprendre comment il fonctionnait, Mmh. et puis aussi bah, de rencontrer des gens merveilleux. J'ai rencontré Mmh. des très grands champions, un très grand entraîneur, Mmh. Innocent Zankifo, pour ne pas le citer, grand champion du monde, qui m'a l'un des premiers à m'avoir sensibilisé à la lecture, me disait bah, tu es suffisamment entraîné, t'inquiète pas, mais par contre, tiens, regarde ce film ou lis tel bouquin, etc., qui m'a sensibilisé comme dirait Paolo Coelho, à lire, vous rencontrez le guerrier de la lumière, tu vois ce que je veux dire? Donc, Bien sûr, à être dans voilà, quelque chose de plus, mystique, voilà, spirituel, c'est ça, ouais, ouais. ouais, ouais. Bon, on avait Est-ce une que relation très particulière là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut lui reconnaître qu'il a contribué à m'émanciper mmh, sur cet aspect-là. spirituellement. Est-ce que tu pourrais, tu serais d'accord pour nous raconter, un grand moment d'impuissance, à cette époque? Ouais, grand Un moment ouais, sans être, voilà, dans oui, 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 l'impudeur, mais oui, si oui, sans être tu dans le veux partager pathos, un peu, bien non, sûr, non, pourquoi pas être dans le pathos, mais dans quelque ouais. chose qui est OK pour toi, de dire, Oui, oui, voilà, oui, oui. à cet âge-là, à cette époque-là, dans cette jeunesse-là, une expérience impuissante qui pourrait donner, une idée un peu plus précise, aux gens qui nous écoutent, de ce que tu expliques? Mmh. Le fort sentiment, moi, d'impuissance que j'ai eu, c'est peut-être aussi pour ça que je fais autant d'études aujourd'hui, heu, c'est de m'être fait virer de partout et d'être catalogué et stéréotypé, Mmh. comme étant un élève, perturbateur, voire, dangereux, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, des C'est fois, il y vrai que tu es avait super dangereux, je ouais, il y avait des termes, des fois, et heu et en fait, tu sais, en psychologie sociale, il y a un truc qui s'appelle la menace du stéréotype. mmh mh, C'est-à-dire qu'en gros, tu finis par intégrer ton propre stéréotype bien et sûr, en fait, ça finit par te limiter paraître toi. ou par être toi-même, tu vois ce que je veux dire? Et donc Tu introjectes complètement, oui, l'information, l'identité presque qu'on t'a construite, quoi. ouais, c'est ça, alors que Mmh. ça t'appartient pas et donc et ça, ce sentiment d'impuissance dans ces différents, les établissements où je me suis fait virer, ça a été, vraiment un très, très fort sentiment d'impuissance, Mmh. vraiment. Aussi d'autres épreuves sur lesquelles j'ai pas forcément, pour des raisons voilà, de personnel et puis parce que certaines personnes sont toujours en vie donc je vais, voilà, j'ai pas envie de Les m'étendre sur le préserver, sujet. bien sûr. Les Mmh. préserver, ouais, donc mais je dirais effectivement d'autres épreuves sur lesquelles effectivement je me sentais profondément impuissant et je pouvais aimer ces personnes du fond du cœur et je les voyais souffrir ou des fois même s'autodétruire et hem et c'était très douloureux, grand sentiment d'impuissance
Et Mmh. puis, comme tu le sais, hein, de l'impuissance, on passe à la toute-puissance. Et donc, soi-même, on a des comportements qui peuvent être dysfonctionnels ou faire même souffrir encore plus ces personnes. Donc, voilà, ce serait un peu C'est un cercle, ouais, qui s'arrête difficilement, quoi. Ouais, clairement, Mmh. ouais. Donc, ouais, ce Donc serait la ces la deux boxe moments-là. te la boxe t'aide, te structure finalement, éduque cette colère, éduque cette violence, éduque, cette rage, cette impuissance Ouais, c'est ça, et ouais. Je dirais et plutôt, puis, je les sais pas si. études aussi, Ouais, les études elles accompagnent aussi ce chemin-là et puis aujourd'hui, tout à fait. est-ce qu'on peut dire que tu es un homme vulnérable? Ouais, je pense que vraiment je le suis. Genre tu chiales et tout dans les chaumières, tout ça vraiment? Ah ouais, ah ouais. Un Baptou tellement fragile, t'as même pas idée. La fragilité du mec, tu vois. Et tu vois, et cette vulnérabilité, je l'ai aussi acquise, entre autres, hein, pas que, je l'ai aussi acquise aux côtés de mon épouse à l'époque, mais je l'ai aussi apprise aux côtés de mon entraîneur. J'ai déjà raconté Mmh. cette anecdote, mais je voudrais la re-raconter pour déconstruire un petit peu la représentation qu'on a de la boxe et des émotions. Mmh. Je fais un combat et ce combat, face à quelqu'un qui était plus expérimenté, etc., je fais un bon combat, mais je le perds. Et mon entraîneur me dit: Mais t'as perdu pas grand-chose, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il me disait: «Mais juste avant que tu montes sur le ring, je te demande si ça va et tu me dis: "Ça va", mais je voyais bien que ça n'allait pas et j'ai bien vu sur le ring qu'il y avait des choses que tu ne faisais pas habituellement». Il me dit: «Mais Flo, mais si tu as peur, si tu es stressé, il faut que tu me le dises parce qu'en fait, ton état émotionnel va influencer ta performance sur le ring et Mmh. donc en fonction de ça, je vais adapter la stratégie, le game plan. Donc si tu Mmh. me dis que tu es hyper stressé, que tu as les jambes tétanisées, eh ben, on va adapter. Si tu me dis que tu as mal à tel bras ou que tu es angoissé ou que tu as peur de ça, eh ben, on va adapter à chaque fois la Mmh. stratégie et puis moi ce que je vais enfin, et donc, en fait, il m'a fait au final, il avait commencé, j'en ai pris conscience bien plus tard, mais il m'a certainement fait le plus beau cadeau qui soit, c'est qu'il a déculpabilisé Mmh. les émotions. Et je l'en serai éternellement reconnaissant là-dessus parce que toujours de manière très implicite, avec toujours la juste distance, il a su m'accompagner en ce sens. Et il me disait tout le temps, Flo, toi, tu t'en fous d'être un champion. Alors je disais, mais comment ça? Moi, je vais être champion du monde comme les autres et tout, machin. Je ne Mmh. suis pas devenu champion du monde, mais avec le recul, quand je suis devenu champion de France, je m'en suis rendu compte parce qu'au fait, 48 heures après, j'étais passé à autre chose. Il me dit, Mmh. voilà, moi, je construis d'abord des hommes et puis la boxe, ça se termine à un moment. Enfin, voilà, il avait une distance, un recul, une bienveillance. Mmh. Une... Et voilà. Et donc, sur cette place des émotions, moi, je sais que ça m'a fait énormément de bien et j'ai appris tout doucement à dire que j'avais peur, que j'étais stressé, ou au contraire, des fois que j'étais content d'aller combattre et que voilà. Mmh. Donc c'est finalement l'exploration des émotions s'est faite aussi, durant ces combats, durant ces Bien sûr. compètes, durant ces, waouh et du coup, ça donne quoi, émotionnellement, affectivement, amoureusement, quand on passe, voilà, de quelqu'un qui est, effectivement hyper discipliné, qui a un vrai programme, que ce soit alimentaire, que ce soit sportif, qui est contenu, tu vois? Mmh. À ce moment-là, on a voilà, dans la relation amoureuse, dans la relation affective, on est comment? Et aujourd'hui, quand on est plus vulnérable, qu'on n'exprime plus sa peur, ses tristesses et cetera, qu'est-ce qu'on est? Beh, j'étais contenu, hein. C'est-à-dire que la boxe me contenait, donc Ouais. émotionnellement et psychologiquement et naturellement dans mes relations amoureuses, je l'étais aussi. Mmh. Heu, Même si, j'ai gardé toujours ce sens de l'humour, cette dérision et cetera, mais effectivement, je m'abandonnais pas à l'autre, je me lâchais pas à l'autre et il a fallu, traverser cette épreuve dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure pour apprendre à me mettre à poil, au sens figuré du terme, donc émotionnellement, mais et pas juste, au sens propre du terme. Ouais mais à l'époque, j'imagine que la manière dont tu gérais les conflits n'est pas la même qu'aujourd'hui. Amoureusement, Mmh. émotionnellement, tu vois, dans tes relations, c'était voilà, comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui? Bah, moi, la mode de communication, c'était le conflit. C'est-à-dire qu'en fait, pouvoir communiquer d'égal à égal, je connaissais pas. Moi, je connaissais le rapport dominant-dominé, tu Mmh. raison, t'as tort ou j'ai tort, Mmh. t'as raison. Mmh. Heu Tu vois, la nuance et aujourd'hui, j'aspire à être le pédagogue de la complexité à la fois dans mes formations et dans les accompagnements individuels. Aujourd'hui, je l'étais pas, tu vois? J'étais certainement un peu binaire, tu gagnes ou tu perds, tu vois ce que je veux dire? J'ai Mmh. raison, tu as tort et cetera et donc le conflit pour moi, ça faisait partie un petit peu de mon mode de communication et puis, j'ai dû prendre conscience qu'effectivement, je pouvais exprimer ce que je ressentais, anticiper peut-être un certain nombre de points et heu, pas forcément passer par le conflit pour exprimer ce que je ressens. D'accord, donc le conflit n'est plus, la base de la relation, voire même, la carte que tu sors, dès que c'est possible, finalement? Exactement, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, le conflit, je l'intègre comme étant,
Partie. faisant partie de la relation, qui est vraiment. D'ailleurs, on en parlera peut-être un petit peu, Ouais. notamment sur la question de la médiation, sur laquelle maintenant je travaille pas mal dans les entreprises, sur notamment la question de la médiation transformative, où on transforme le conflit, mais je l'intègre comme étant quelque chose de normal, mais absolument plus dans une réflexion binaire dominant-dominé, quoi, tu vois. Oui, et puis finalement, quand on est à l'aise avec le conflit, quand on est à l'aise avec la parole, on se laisse pas l'espace pour explorer les autres possibilités et les autres C'est ça. moyens d'être en conflit finalement et les autres moyens de pouvoir, se dire les choses, de pouvoir entendre les choses et c'est ça qui a du coup pas mal changé chez toi, quoi. Ouais, clairement, parce qu'en fait, si on en revient aux émotions et faire un lien avec le conflit, je pense que ce qui est complexe dans le conflit, c'est qu'en fait, c'est accueillir l'émotion de l'autre, accueillir une manière différente aussi de penser. Et donc, bah, naturellement, ces émotions qui peuvent être différentes, ces pensées qui peuvent elles-mêmes être différentes, ça peut venir nous perturber, nous déstabiliser émotionnellement. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et, au lieu de réguler ça, d'essayer de l'accueillir dans la mesure du possible, bah, ça peut tu vois, ça peut cristalliser, tu vois, le comportement et la relation, quoi. Mmh. Mmh. Ouais et donc c'est clair que du coup tu résous rien et au contraire tu complexifies C'est et ça. tu es dans l'évitement de l'autre, quoi. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans l'évitement même de toi-même, hein, de ce que tu Bien sûr. ressens, de ce que tu vis, ouais, ouais, tu aussi là-dedans, ouais, clairement. Donc quand tu regardes ce Florent, que tu le regardes dans son chemin, au-delà de voilà, des fiertés que tu peux ressentir, cette paix, cette quiétude, cette tranquillité finalement qui s'installe, au fur et à mesure des années, à la fois, grâce à ta carrière, mais aussi grâce, à ce travail-là que tu fais sur toi, Mmh. spirituel, psychologique, et puis, les épreuves, malheureusement de la vie quoi, qui sont dramatiques parfois. Mmh. Qu'est-ce que tu retiens de ce chemin émotionnel, toi? Qu'est-ce qui t'a paru le plus compliqué, tu vois, à mettre en place, en réalité, en tant que mec, Mmh. avec ta culture, avec, ton Mmh. identité, avec toutes tes identités, tu vois? Ouais, je pense que ça a été de déconstruire la vision du mal alpha, tu vois? Mmh. Et d'essayer de tendre vers, un mâle alpha qui soit le plus équilibré possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire OK. qu'à à la fois garder qui je suis, comment je me suis construit, parce que je vais pas non plus me nier ou m'inventer un monde de bisounours parce que c'est pas qui je suis, en fait, tu vois? C'est pas ta vie, quoi, Ouais, hein? c'est pas ma vie clairement, mais effectivement, je pense que ça a été de sortir de ces stéréotypes dans lesquels j'étais enfermé, tu vois? Et dans lesquels l'éducation nationale a pu m'enfermer, la vie a pu m'enfermer, ou même le monde de la boxe a pu m'enfermer, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Voilà, de sortir de ces stéréotypes-là, et de tendre vers, ouais, vers plus de douceur. C'est aussi, c'était une caractéristique de ma femme à l'époque, c'était sa douceur, et si c'est bien ce que j'ai appris, c'est justement d'essayer de tendre, vers cela, vers plus de Mmh. douceur, vers plus de tendresse avec moi-même, en fait, tu vois? Mmh. Et même aujourd'hui, dans mon métier, donc quand j'accompagne les gens et que j'utilise les mouvements de boxe, tu vois? Je les amène aussi à déconstruire que, en fait, on n'est pas obligé de frapper fort, on peut aussi frapper doucement. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Enfin, je Mmh. veux dire, et puis que frapper fort, c'est pas forcément toujours efficace. Enfin, il y Mmh. a voilà, donc je pense que ça a été ça pour Ça moi a le plus été ça, difficile. ouais, Ouais, l'intégration finalement de la douceur et ouais, la ouais. déconstruction, et est-ce que tu aurais, une recommandation pour tous les gens qui nous écoutent? Alors on a beaucoup de femmes, c'est vrai, mais on a Mmh. plein de femmes d'épouses, de mères, de sœurs, on a aussi des hommes et qu'est-ce que ça pourrait être quoi, le début de l'histoire, en fait? Comment on peut avancer sur ce chemin de déconstruction? Qu'est-ce que tu peux proposer pour ça? Oh, ta question, elle est complexe parce qu'on peut la prendre sous plusieurs angles, mais je pense que le plus simple possible, c'est, d'essayer d'explorer sa propre définition de la douceur. Enfin, qu'est-ce que j'aime dans la douceur? Qu'est-ce que j'aime dans la tendresse? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et comment je peux aller le chercher? Enfin, tu vois, par exemple. Ouais, mais on a là, tu vas trop loin. Là, tu es plus Mmh, dans l'ABCD, de la psycho, frérot, c'est là. vrai, Hop, ouais, hop, hop, j'avoue, ouais. hop, hop, là. Je veux Ouais. dire, quand on est dans ce mal alpha et tu le sais mieux que moi, la douceur, c'est vulnérable, c'est fragile, on n'aime pas, on n'en veut pas, on le rejette. Mmh, On est plutôt, tu vois, dans un truc de presque de violence. mmh, La douceur, ça réveille notre violence. mmh, mmh. Donc, et toi, tu nous expliques, avec beaucoup de voilà, de délicatesse, la manière dont toi tu l'as fait, c'est-à-dire, en l'occurrence, par le biais de ton épouse, paix à son âme, qui effectivement était douce et voilà et c'était une belle introduction finalement, et pour continuer le chemin. Mais qu'est-ce qu'on quand il y a pas de femme aussi douce ou quand il y a pas de voilà, de relation, pourquoi est-ce qu'un mâle alpha
serait OK pour aller voir la douceur? Me concernant, en fait, je pense que j'ai pas de réponse absolue là-dessus, mais Ouais. je pense qu'à un moment donné, tu vois, c'est les avantages et les bénéfices, quoi, tu vois? Et Mmh. et et tu en capacité peut-être de réussir à s'évaluer en termes de souffrance physique, psychologique et émotionnelle ressentie et au bout Mmh. d'un moment, de se rendre compte que, bah, être dans une espèce de dureté continue, dans une espèce de jeu de rôle, de ne pas s'autoriser à aller explorer, d'autres émotions que sont la Mmh. tristesse et cetera. Je vous le rappelle, hein, les émotions, c'est neuroanatomique, hein, c'est pas une construction de l'esprit, hein, c'est d'accord? Donc ça, c'est essentiel et donc se l'autoriser, peut-être aller déjà l'évaluer. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de dire: «Mais en fait, Ça va pas, quoi. ça va Ça pas, va en fait». pas, quoi. Tu es toi-même victime de j'ai eu de la victime menace du stéréotype, tu es toi-même victime, en fait, de ce stéréotype-là et par contre, tu peux trouver un équilibre. Mmh. Tu vois, là, vraiment ouais, cet équilibre-là. Alors des fois, je vire plus d'un côté, des fois je vire plus de l'autre, tu vois? Et puis, tu sais, en biomécanique, on dit souvent que l'équilibre n'existe pas, c'est juste la gestion d'une succession de déséquilibres. Par contre, cette succession de déséquilibres, est-ce qu'elle est plus ou moins grande? Quand tu Mmh. marches, en fait, tu gères un déséquilibre et donc je dirais plutôt, voilà, si on veut vraiment être, authentique, se dire: «Bah, en fait, tu es jamais vraiment complètement équilibré». Tu gères ton déséquilibre et donc il y a des moments, tu es plus dans la douceur, des fois je retombe un peu plus dans mais toujours en conscience et en essayant dans la mesure du possible, de m'évaluer et de voir quels sont les bénéfices et les avantages de cela, quoi. Mmh. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui est difficile, je trouve, et qui me parle beaucoup dans ce que tu dis. C'est vrai que quand on est appelé par l'autre, en fait, à se remettre en question, quand on a les gens qu'on aime qui nous rappellent qu'effectivement, là, il y a un vrai sujet, de colère ou de violence ou même juste de distance, en fait, et d'isolement, d'évitement, eh bien, c'est vrai que c'est le moment de s'observer, puis d'observer, ces gens qui nous aiment et qui nous Mmh. disent ça parce qu'ils ont envie d'être proches de nous, et que c'est clair que sans douceur, on peut pas créer du lien, en fait. Donc C'est ça, ouais, 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 tout ouais, à ouais, fait je trouve et que c'est et aller explorer ça, c'est mais avant d'aller pouvoir l'explorer, il faut juste s'évaluer et lors de cette évaluation, hein, c'est pour ça que j'emploie le terme, volontairement d'évaluation, voilà, est-ce que c'est ouais, confortable d'état ou des inconfortable? lieux, de ouais, ouais. Voilà, ouais. Est-ce que c'est confortable ou inconfortable? Mmh. L'état physique, émotionnel et psychologique dans lequel je suis et puis, bah, si ça ne l'est pas, qu'est-ce que je peux apporter pour nuancer un peu plus cet état et mieux gérer ce déséquilibre? Ouais, 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 super. Écoute, le mot de la fin, Flo, j'adore cette idée de douceur, j'adore cette idée de, voilà, de vulnérabilité. Est-ce que tu pourrais nous dire, ce à quoi tu aspires aujourd'hui? Ouais, moi, très humblement, j'aspire juste à essayer de chaque jour gérer un peu mieux ce déséquilibre. On plaisantait tout à l'heure sur, Mmh. des fois la folie, qui peut rejaillir, voilà et ça, c'est aujourd'hui, de réussir à de mieux en mieux gérer des fois cette folie qui peut par moment reprendre un peu le Mmh. pas et qui est qui est des fois pas forcément ajustée, qui est pas forcément, pertinente et puis, je parle pas même pas pour les autres, hein, je parle déjà pour moi, hein, très Ouais, ouais, égoïste, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et Bien bien évidemment pour mon environnement donc, ouais, je dirais chaque jour un peu mieux appréhender mon déséquilibre. Mmh. On aime parler dans la boîte de conseil dans laquelle je travaille, on a un peu modélisé nos parcours d'accompagnement, de formation auprès des collaborateurs, parlant de déséquilibre dynamique, tu vois? Ouais, Pas mal. voilà. Donc de chaque jour d'être un peu plus déséquilibré, mais de manière dynamique, donc en fait, ce qui me fait avancer, quoi. Ouais, histoire de bien se compliquer le cerveau, c'est génial. Ah, c'est chercheur, je te jure. Ouais, ouais, non, ça, c'est C'est vrai. ça. OK, bon, écoute, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est important d'être, dans l'accueil complet, finalement, de notre, vulnérabilité, de notre fragilité, de la douceur qu'on aura envie de vivre, et puis aussi, bah, de nos déséquilibres, de notre folie. C'est ça. Et peut-être qu'en étant plus proche de ça, en connaissant mieux sa folie, en connaissant mieux ses déséquilibres, et bah, c'est plus facile d'être avec l'autre, et du coup de vivre des vrais moments de douceur, tu C'est vois? ça. Des vrais Mmh. moments de contact, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci Merci. beaucoup, d'avoir accepté cette invitation. Je te laisse, refaire un petit coup du cabinet AXA parce que c'est important, Mmh. parce que c'est précieux, parce que plein de gens en ont besoin. Parce que, même si toi qui écoutes, tu as pas besoin, il y a forcément quelqu'un dans ton environnement qui pourra en avoir besoin. Mmh. Donc voilà, dis-nous plus précisément, voilà, ce qu'on peut trouver dans le cabinet
Mhm. Et puis, ton site internet, hein, toujours de Motion Therapy? Oui, c'est ça, toujours, ouais. Donc themotiontherapy.fr. Donc c'est l'approche cognitivo-comportementale sur laquelle je fais ma thèse. Le cabinet ISA, donc effectivement, naturopathie, ostéopathie, psychologie, neuropsychologie aussi, du massage ou des soins esthétiques, médecine chinoise aussi. Donc, Voilà, c'est tout un tas de praticiens qui sont c'est là, ça, qui sont réunis dans un cabinet donc exactement, pluridisciplinaire et on peut passer d'un bureau à un autre, d'un cabinet à un exactement, autre et on peut se faire une belle après-midi, remplie de douceur c'est ça. et de déploiement, de développement de soi. Donc, Exactement, ouais, tout à fait. C'est vraiment bravo dans en tout cette cas, optique-là. Flo. Bravo, Merci à bravo pour toi. ce chemin. C'est un honneur pour moi de te regarder grandir, de te regarder changer. C'est un vrai plaisir. Et Merci. j'espère qu'on vivra encore plein d'aventures professionnelles et amicales ensemble. J'espère aussi, ouais. Avec C'était plaisir. comment pour toi ce podcast? C'était top. C'est toujours un plaisir. En plus, c'est fluide, hein. Toi et moi, on a l'habitude de communiquer, d'échanger, etc. Donc, quand c'est aussi fluide et puis qu'on peut aborder des sujets aussi profonds à la fois avec de l'humour, du recul, de la distance et puis une certaine authenticité, c'est un vrai plaisir, ouais. Ouais. Merci beaucoup. À très très vite. À très vite. Tu as l'impression de galérer en amour? Tu as du mal à rencontrer les gens? Ou au contraire, tu tombes toujours sur le même profil? Je suis Asma Bell, psychopraticienne et coach en développement personnel. Et dans mon livre Love Programme, tu trouveras 6 étapes pour arrêter de galérer en amour. Tu es prêt pour ta révolution? Alors retrouve le Love Programme, publié dans la collection EH, disponible en librairie et sur Internet.